On va accueillir à présent Jean-Paul Mattei, mon invité franc-parler ce soir. Il a un rôle clé dans la commission mixte paritaire qui s'est réunie demain à huis clos sur le budget. Pas facile d'aller vers un accord de non-censure avec les socialistes. Les discussions avec le gouvernement sont toujours suspendues après ces mots du Premier ministre sur la submersion migratoire dans le pays. L'invitation de Stéphanie Despierres. Jean-Paul Mattei nous rejoint juste après. Si on vous invite, Jean-Paul Mattei, c'est parce que vous êtes un lieutenant de François Bayrou et que demain vous participerez pour le MoDem à la commission mixte paritaire sur le budget. Une réunion de tous les dangers pour tenter d'éviter une censure du PS la semaine prochaine sans perdre vos alliés dans le bloc central. Député des Pyrénées-Atlantiques, ancien président du groupe démocrate à l'Assemblée, notaire de profession, la fiscalité n'a pas de secret pour vous, l'art de la médiation non plus. Les négociations avec le PS, bien avancées ce week-end, sont au point mort. Les mots de submersion migratoire, prononcés lundi par François Bayrou, ont tout fait dérailler. Il faut déjà que François Bayrou fasse son mea culpa. On a un Premier ministre qui a fait la courte échelle au Rassemblement national. Et donc, pour nous, il est inconcevable qu'il continue sur cette voie-là. La deuxième chose que nous demandons, c'est évidemment un budget plus juste. Puis il y a aussi évidemment une question que nous portons depuis le début avec le nouveau Front populaire, qui est la question des salaires. La question de la revalorisation du SMIC, par exemple. Ce matin, pas de mea culpa. La porte-parole du gouvernement met en garde le PS. Nous souhaitons qu'il n'y ait aucune prise d'otage de quelque nature que ce soit sur le budget et l'adoption du budget pour la France. C'est le sujet numéro 1 pour notre pays. 2 heures plus tard au Sénat, les socialistes persistent et signent. Nous attendons du Premier ministre qu'il soit clair sur l'aide médicale et qu'il abandonne toute référence à la submersion migratoire. François Bayrou est absent, il est à des obsèques. C'est le ministre des Relations avec le Parlement qui lit sa réponse. Il nuance, il joue l'apaisement mais ne s'excuse pas. Le PS attend désormais la commission mixte paritaire. À vous de jouer pour trouver un compromis. Bienvenue sur ce plateau, Jean-Paul Mattei. Alors, qu'est-ce qui lui a pris, franchement, François Bayrou, de parler de submersion migratoire en pleine négociation avec le PS sur le budget? Je pense que ce n'était pas calculé, c'était une réflexion qu'il a pu faire dans le cadre d'une émission, d'une interview, avec un intervieweur qui le challengeait sur certains sujets. Bon, moi je connais bien... Il n'a pas réalisé qu'il reprenait le lexique de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen? Oui, je pense que moi-même, en regardant l'émission, si vous voulez, même si en écoutant cette phrase, mais je n'avais pas pris la dimension de ce que ça pouvait représenter. Je crois qu'on s'arrête beaucoup sur les mots. Quand on connaît bien François Bayrou, il est à des années-lumière de ce genre de concept. Il est au contraire très humaniste, très respectueux des autres, la diversité. C'est pas un clin d'œil au Rassemblement national? Non, je crois pas. Franchement, c'était absolument pas calculé. Et je crois qu'il a été très impressionné par son déplacement à Mayotte. Il connaît bien cette île, il y a été plusieurs fois. Et je pense qu'il a fait un constat et un sentiment. Mais il n'a pas parlé de submersion, c'est une réalité. Il a parlé de submersion migratoire le lendemain dans l'hémicycle. Il a moins dit le mot sentiment. Et c'est vrai que beaucoup de socialistes attendaient qu'il revienne sur ses propos. Il a fait lire par Patrick Mignola, le ministre en charge des relations avec le Parlement, un message. Pas de mea culpa. Il a... Parce que fondamentalement... il n'a pas voulu dire ce qu'on veut bien lui faire dire. C'est pas ça du tout. Vous l'auriez repris, vous, ce mot de submersion? Vous savez, quand on fait l'interview, on peut avoir des mots... C'est pour ça que parfois on hésite de dire un mot peut-être un peu déplacé que l'on ne pense pas forcément. Vous l'auriez corrigé le lendemain si vous aviez choqué? Peut-être que je l'aurais corrigé. Peut-être que je l'aurais corrigé. Mais je crois qu'il pense tellement que ce n'est pas ce qu'on veut lui faire dire, qu'il ne voit pas pourquoi il reviendrait là-dessus. Je n'ai pas du tout échangé avec lui sur ce sujet depuis. La difficulté, c'est que ce mot, il arrive oui, il arrive mal. C'est vrai, il arrive à un moment où on avait une discussion avec les élus socialistes pour essayer de faire aboutir au moins une non-censure, pas un vote sur le projet de loi de finances. Voilà, donc, mais je voudrais aussi que... J'ai envie de dire à mes collègues socialistes... Franchement, il faut aller sur le fond, il faut essayer de trouver un accord et bon, si on mettait un peu de côté quelques postures, vous savez,
dans l'hémicycle, on a pas mal de postures. Ils sont dans la posture, les socialistes, vous pensez? Mais là, ils ont été choqués, certainement pas. Moi, je pense qu'ils sont sincères aussi. Mais bon, il y a un moment, moi, je sais très bien que c'est pas ce que voulait dire François Bayrou. Donc. Du coup, justement, on va venir au fond, mais les socialistes qui n'ont toujours pas repris les discussions, hein, ils seront en CMP avec vous. Oui. Enfin, il y en a un pour l'Assemblée nationale, Philippe Brun, et puis un sénateur, ils seront avec vous. Oui. Demain, ça peut durer... Il y aura les présidents de groupe aussi, mais en tant que suppléant. Oui. Très bien. Ils posent du coup de nouvelles conditions sur leur non-censure, le renoncement à la baisse des crédits de l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, nous, de toute façon, on est très à l'aise. On n'a jamais été favorable de toucher à l'aide médicale d'État. On l'avait suspendu. Après, est-ce qu'on peut Ni sur les conditions d'accès, ni sur le budget. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder sur le fond un petit peu sur quoi ça toucherait? Là, je crois que ça fera un débat assez fort demain en CMP. Les sénateurs ont voté la baisse. Hein, oui, oui. Bon, je pense qu'on doit trouver un terrain d'atterrissage sans pour autant remettre l'aide médicale d'État, qui me semble être nécessaire et est un élément de protection de nos concitoyens. Voilà. J'espère qu'on arrivera à un compromis sur ce sujet. Vous êtes optimiste, honnêtement, ce soir, sur l'accord de non-censure, l'aboutissement à une CMP conclusive sur le budget globalement? Je suis déterminé pour qu'on arrive à un accord. Optimiste, c'est pas mon état d'esprit. Je suis déterminé. Je pense que c'est loin d'être gagné. Il y a effectivement deux phases, comme vous le dites. Il y a la phase d'une CMP conclusive, puis la phase d'une non-censure. Et puis il y aura l'après, parce qu'il y aura plein d'autres textes après. Vous êtes déjà en train d'enjamber l'idée que François Bayrou j'espère profondément survivre à la censure. J'espère profondément que ce gouvernement ne sera pas censuré. D'abord, il faut qu'on adopte un budget. Ça me semble indispensable pour notre pays. Il est loin d'être parfait, tout le monde le dit d'ailleurs. Mais à la décharge de ceux qui l'ont construit, ils l'ont fait dans un temps contraint, dans un contexte difficile, avec des signaux économiques qui ne sont pas stabilisés, une croissance qui n'est pas celle qu'on avait annoncée. C'est pas facile. Alors, on en vient au fond, puisque pour parvenir à un accord de non-censure, il faut tenir compte quand même de ce qu'attendent les socialistes. Les socialistes, ils veulent plus que les concessions déjà faites par François Bayrou dans sa lettre après sa déclaration de politique générale. Sur le pouvoir d'achat, vous pourriez dire oui demain à la hausse du SMIC immédiate? Oui, mais ça ne sera pas dans le texte en tant que PLF, ce n'est pas le sujet. On a un PLFSS et puis on aura d'autres textes. Puis ça fait aussi l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. On a toujours dit que le pouvoir d'achat est un vrai sujet, surtout sur les très bas salaires, mais également sur toute la chaîne des salaires. Il faut qu'on réfléchisse, mais on ne peut pas... Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui emploient du personnel avec des salaires faibles sont en difficulté aussi pour pouvoir augmenter comme ça les bas salaires. Et sur la prime d'activité ? À défaut d'augmenter le SMIC, il y a les retraites qui discutent. C'était une piste. Vous savez que moi, la prime d'activité, déjà à l'époque, quand elle avait été mise en place du temps d'Édouard Philippe, moi, j'aurais bien aimé que la prime d'activité soit sur la feuille de paye, parce que c'était une reconnaissance du travail de chacun des salariés. Alors, on va parler de votre sujet de prédilection, la fiscalité. Il n'y a pas que les socialistes qui posent leurs conditions. Il y a aussi Bernard Arnault, d'ordinaire très discret. Le patron d'LVMH, de retour des États-Unis, est sorti de sa réserve pour critiquer la surtaxe temporaire des très grands groupes. Écoutez. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. Vous la comprenez, la colère de Bernard Arnault ? Bernard Arnault est un entrepreneur de talent, très belle réussite. Il fait bien une différence d'ailleurs entre la taxation sur les grandes entreprises et la contribution différentielle sur les hauts revenus. Là, on parle de son groupe, de bénéfices d'LVMH. Je dois vous dire que moi, j'étais assez réticent sur cette contribution exceptionnelle sur les profits. Vous savez, je vous rappelle que quand j'avais débattu les super dividendes, je pensais que taxer les super profits, ce n'était pas le bon outil, parce qu'un profit, c'est un élément de production. C'est ce qu'on appelle un bénéfice utile. Mais ce n'est pas un peu du chantage qu'il fait quand même? En gros, si vous taxez davantage les profits d'LVMH, je vais installer mes ateliers
aux États-Unis. Oui, mais enfin, les ateliers, ils ont un savoir-faire, ils sont en région, c'est toute une histoire avec vraiment un grand talent de l'ensemble des salariés, beaucoup de manœuvres. C'est une sacrée menace quand même qu'il agit. Oui, là. mais je crois que, moi j'ai envie de dire à M. Arnaud, à mon petit niveau, de lui dire, mais c'est temporaire, on l'a connu, hein, cette contribution. 1 an seulement ? 1 an, moi je pense que ça c'est bien. Autant je suis plus réservé sur la contribution différentielle, qui est une mesure de justice fiscale, mais qu'on peut peut-être aménager. Autant sur la taxation des grandes entreprises, il faut vraiment Donc vous lui dites quoi ? 1 an de solidarité nationale, Voilà. Monsieur Arnaud ? Exactement. Faites un effort. Je dis ça et j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il y ait un consensus des grandes entreprises pour accepter de payer cette taxe. On l'a connu au moment de la loi Elle sera GAFAM. dans la CMP, hein, cette taxe Oui, sur les grands groupes. elle le 8 sera. milliards d'euros d'économies. Mais d'abord, moi je ne suis pas certain des recettes que nous aurons, mais il faut qu'il y ait un accord, il faut que tout le monde joue le jeu. Parce qu'on a besoin que notre pays rebondisse. Et je pense que même un groupe comme LVMH a intérêt à ce que la France rayonne et puisse retrouver la route d'une certaine stabilité financière et donc politique aussi. Sur la fiscalité, vous le disiez, il y a des négociations très aiguës sur la question des hauts revenus. Oui. Aujourd'hui, il y a cette taxe différentielle sur les Contribution revenus, différentielle. contribution, et une autre sur l'optimisation qui prendrait le relais à partir de 2026. Les socialistes, ils aimeraient bien une sorte de nouvelle ISF. Vous leur dites quoi ? Moi, je pense que l'ISF, ce n'est pas forcément un bon outil, notamment si on devait remettre une forme d'ISF sur le patrimoine professionnel, indirectement. Donc, moi, on peut encore avancer sur la justice fiscale en CMP demain ? Alors, demain, non, parce qu'on va être très contraint par ce qu'on appelle entonnoir avec les limites. On a la question de la contribution différentielle, savoir si elle est limitée ou pas dans le temps. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit au moins calibrée sur l'année 2025. On sait qu'elle pourra difficilement avoir un effet rétroactif sur les revenus 2024, donc on va faire avec. Donc on parle d'acompte et autres, qui ne seront pas forcément très évidents à mettre en place. Et puis ensuite, il faut qu'on réfléchisse sur quelles sont les mesures de justice fiscale sans brider l'entreprise. Alors lesquelles ? Les dividendes, les rachats d'actions ? Les rachats d'actions, bien évidemment, mais pas que. Il y avait cette histoire de taxation sur les holdings et autres. Moi, je pense qu'il faut être très, très prudent. Vous savez, il y a des écoles différentes, notamment avec Zuckman ou Piketty, qui considèrent qu'il peut y avoir une forme de transparence fiscale des holdings. Je pense que ce n'est pas le bon chemin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais on peut travailler sur peut-être plus de justice, sur la remontée des dividendes, lorsque ces dividendes remontent dans des sociétés holding pour faire du développement, cela il faut les conserver. Lorsqu'ils remontent dans des sociétés holding qui sont uniquement objet patrimonial, là on peut s'interroger. On verra demain où est-ce que vous trouvez aussi les économies, parce que ça reste assez flou, hein, les 30 milliards. Juste une question, et si c'était le RN finalement qui sauvait François Bayrou, le parti de Marine Le Pen, qui pourrait décider finalement de ne pas censurer le gouvernement à la toute dernière minute ? Oui, bon, le RN, effectivement, de toute façon, c'est clair. Hein. Les motions de censure qui sont déposées par la France Insoumise ou d'autres, s'ils n'ont pas le vote des RN, elles ne passent pas. Donc, je dirais, cette alliance pour faire tomber le gouvernement... Mais il faut que ce gouvernement ne dépende plus du RN. Moi, je pense que, pas une question de dépendance ou pas, c'est essayer de bâtir quelque chose ensemble, en commun. Déjà, Michel Barnier avait évoqué le terme de justice fiscale, de travailler en commun. Je pense que François Bayrou a cette capacité d'essayer de faire travailler en commun pour réfléchir à long terme. Le conclave demain, ça va durer quoi ? La journée ? Peut-être même 2 jours ? Non, peut-être pas 2 jours, mais certainement toute la journée, bien sûr. Bon, on sera là, hein, au milieu, à la fin. J'espère que vous nous donnerez un peu les informations. On ne peut rien dire. Vous n'êtes pas, au fond, en poisson pilote du Premier ministre. Vous n'allez pas prendre vos ordres du gouvernement dans cette CMP. Pas du tout, c'est pas mon style. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Jean-Paul Mattei d'avoir été l'invité d'LCP.
CP. On va terminer avec la Norvège, la question qui fâche, nos chroniqueurs, tout de suite. Alors, c'est pas du tout la Norvège, autant pour moi, je ne sais pas pourquoi. C'est le Groenland, bien sûr. Europe, États-Unis, Groenland. Bonsoir, Gallagher Fenwick. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, consultant international pour la chaîne LCI. Et bonsoir, Richard. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, Richard Verly, Merci. du quotidien suisse Blick. On y va, cette fois-ci. C'est bien le Groenland sur lequel Donald Trump a évidemment très envie de mettre la main. Regardez. La question qui fâche concerne ces terres de l'Arctique au nord-est des États-Unis, le Groenland. Territoire autonome sous la souveraineté du Danemark que Donald Trump convoite ouvertement. Il ambitionne d'en faire le 51e État américain. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Je suis sûr que le Danemark va se faire à l'idée. Depuis 2019 déjà, le président américain réitère son intention de se l'approprier. Nous sommes des Groenlandais. Nous ne voulons pas être américains. Le Groenland a beau répéter qu'il n'est pas à vendre, depuis sa réélection, Trump accentue la pression. Il menace le territoire de droits de douane prohibitifs et n'exclut plus de l'obtenir par la force. Le Danemark a renforcé sa présence militaire au large de l'île. Des navires de défense et des équipes de chiens de traîneau d'élite. Une annonce aussitôt moquée par Donald Trump ce week-end à bord de son avion. Des relations qui se tendent. Le Financial Times rapporte une conversation téléphonique entre les deux chefs d'État qualifiée de douche froide, horrible. La première ministre danoise cherche maintenant du soutien en Europe. Reçue à Berlin puis à l'Élysée hier. Le message très clair des pays nordiques à l'Europe, mais aussi à leurs amis en dehors de l'Europe, c'est qu'il faut bien sûr respecter le territoire et la souveraineté des États. Quitte à ce que l'Europe s'engage militairement, pas si sûr. La solidarité française, elle va jusqu'où sur ce... Est-ce qu'elle va jusqu'à un éventuel engagement militaire? Alors, moi, je ne vais pas commencer à spéculer sur des scénarios alors que pour l'instant, il ne s'est rien passé. Alors, face à un président américain que rien ne semble arrêter, l'Europe est-elle tétanisée par Trump? Gallagher Fenwick, réponse. Je suis surpris de la réponse que fait Benjamin Haddad. Et ce qui me surprend et me choque, c'est qu'il fait à peu près les mêmes réponses que quand on parle de Vladimir Poutine et de ses velléités sur l'Ukraine, la manière dont la France se positionnerait. Je pense en l'occurrence que c'est une opportunité pour l'Europe, cette crise, parce que c'est un moment où l'Europe doit exister de manière très concrète dans l'esprit des gens. Vous savez que c'est quelque chose d'un peu gazeux parfois quand vous demandez à nos compatriotes qu'est-ce que c'est l'Europe. Alors c'est de la technocratie, on nous parle de Bruxelles, etc. Là, on a un ami, un allié qui se comporte comme un ennemi. Il s'agit de faire exister l'Europe en se tenant à 27, en invitant le fraîchement nommé et confirmé secrétaire d'État américain Marco Rubio à Bruxelles, pourquoi pas lors d'un conseil comme celui qui se tiendra le 3 février, lundi prochain, afin qu'ils comprennent comment ça fonctionne et que l'Europe, c'est une réalité. Richard Verly, il faut convoquer Rubio et Trump et leur montrer de quel bois on se chauffe, nous les Européens, à la Trump, œil pour œil, dent pour dent. Alors d'abord, pour répondre à la question, moi je pense que l'Europe est tétanisée. Elle l'est et c'est normal. D'abord parce que la méthode, c'est quand même du jamais vu. La manière dont se comporte Donald Trump. Comment voulez-vous ne pas être tétanisé quand votre ami, comme l'a dit Gallagher, allié, vous traite littéralement comme un, j'allais dire, domestique, puisqu'il attend de vous que vous soyez à genoux devant lui. Elle est tétanisée aussi parce qu'il faut bien le dire, il y a pas mal de gens en Europe qui vont devoir faire une sacrée révolution culturelle. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, Madame Kallas, qui représente l'UE pour les affaires étrangères, ce sont des atlantistes patentés. Pendant toute leur carrière, ces dames sont allées prendre leurs consignes à Washington. Quand Gallagher dit qu'il faut le regarder comme un ennemi, il a raison? Je pense pas. Je pense que d'abord, il faut sortir de cette sidération que je peux comprendre. Ensuite, il faut faire la révolution culturelle. Et ensuite, sur certains sujets, il faut peut-être avoir le courage,
pas facile, mais de sortir de la résistance pure et simple. Mais sur le Groenland, précisément. Sur le Groenland, moi je pense que l'intérêt c'est de le partager, pas le partager territorialement, de partager l'exploitation avec les Américains. Les Européens ont un intérêt objectif à être associés aux Américains, j'ai pas dit sur le partage du territoire, sur l'exploitation des ressources du Groenland et sur l'exploitation du passage de l'Arctique. Attendez, là, vous nous dites quoi? Il faut qu'ils fassent main basse sur le Groenland pour qu'ensuite les Européens, avec les États-Unis, partagent trouver les un minerais accord avec les États-Unis pour que le Groenland soit conjointement exploité par l'Union européenne et les États-Unis. Ce serait ça la bonne solution. Gallagher? Moi, je dis qu'on doit d'abord réfléchir à nos intérêts en tant qu'Européens. On doit consulter les Groenlandais et les Danois, qui, me semble-t-il, sont assez clairs pour le moment sur le sujet. Il y a des élections qui arrivent au Groenland. Nous ne sommes pas à vendre, c'est ce qu'ils ont expliqué et dit à maintes reprises. Et à partir de là, effectivement, parce qu'on est des Européens, qu'on est raisonnables et polis, on discute et on dialogue avec des Américains qui ne se comportent pas, je le répète, comme des alliés et des amis sur ce sujet. Et si l'on doit parvenir à un compromis, on le fait non pas sous la contrainte ou la menace, mais de manière consenti et non subi. Donc avant peut-être de se compromettre ou de parvenir à un compromis, il faut avoir les moyens de pression. Oui. Vous avez entendu, il y a quelques personnalités militaires au niveau européen qui commencent à dire, eh ben, écoutez, pourquoi pas, il va falloir commencer à penser à nous défendre et pourquoi pas envoyer la défense européenne, elle est embryonnaire, mais elle existe quand même, au Groenland pour aider les Danois à défendre, à sécuriser ce territoire. Vous dites oui? Ne jamais gâcher une bonne crise. En l'occurrence, les Danois étaient, jusque février 2022, très peu convaincus par tous les textes concernant la défense européenne. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle le opt-out, donc la clause qui leur permet de ne pas être liés à l'UE ou contraintes par les différents textes sur ce sujet, préférant le fameux parapluie américain. Voilà qui repense cela. Donc c'est une merveilleuse opportunité pour continuer à faire progresser cette Europe de la défense. Juste un mot là-dessus. Elle existe trop faiblement dans nos esprits d'Européens, mais elle existe dans l'esprit de gens qui ne sont Donc pas on pourrait menacer militairement le patron de l'OTAN, notre alliance atlantique. Il ne s'agit pas, c'est pas une question, c'est pas une logique de menace, c'est une logique de dialogue en amenant tout notre poids et notre union à la table. Mais est-ce que franchement, est-ce que l'Europe a intérêt aujourd'hui, dans la situation où elle est, avec l'Ukraine, avec les défis commerciaux qui vont être très importants? Aujourd'hui même, Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, a présenté la nouvelle stratégie pour revitaliser l'économie européenne. Est-ce qu'on a intérêt, je dis bien intérêt, à une crise avec les États-Unis sur le Groenland? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des principes à faire respecter, la souveraineté territoriale de ce territoire autonome qui, par ailleurs, envisage un référendum sur son indépendance. Mais alors, attendez, parce que là, il menace très clairement. Et alors? Ça veut dire quoi? Il pourrait utiliser la force militaire au Groenland, vous n'y croyez pas? Non, j'y crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde que Trump entrera en guerre, je dirais, militaire avec l'Union européenne. Il va pousser au référendum des Groenlandais? Oui, mais alors pour devenir quoi? Américain? Mais écoutez, ils sont 60 000. Si vous êtes groenlandaise, Myriam, et qu'on vous dit on vous donne un passeport américain et éventuellement une promesse d'aide sur 10 ans. Vous ne le faites pas? 60 000 Groenlandais. C'est pas ça qu'ils demandent aujourd'hui. Non, aujourd'hui, les Groenlandais veulent l'indépendance et l'autonomie totale. Oui, c'est autre chose. En tout cas, pas de crise majeure avec les États-Unis sur le Groenland parce qu'il y a des intérêts, je le répète, des intérêts communs qui peuvent réunir les Groenlandais, les Européens et les Américains qui ont tous les trois intérêt à la même chose. Les intérêts, c'est quoi? C'est les ressources ou c'est le contrôle de ce passage maritime qui est aux mains de la Chine aujourd'hui? D'abord, l'intérêt, le premier de nos intérêts, c'est l'union. Et c'est cette union qui fait, comme le veut le cliché, j'allais dire, la force. Ensuite, ici, on n'est pas dans une question de foi, je crois que ou je ne crois pas. On est dans une question de choix plutôt que d'intérêt. En l'occurrence, cette crise, nous ne l'avons pas choisie, mais elle est là. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de l'affronter et de l'affronter avec les armes qui sont les nôtres. Et l'Europe, je le redis, ça n'est pas rien. C'est 450 millions de consommateurs de classe moyenne. C'est une balance commerciale excédentaire avec les États-Unis. C'est 27 pays dotés de 27 armées. Ça n'est pas rien. Donc, il ne faut pas paniquer. Non, et il faut au contraire riposter de manière ferme. Oui, alors le terme riposte a une connotation, si vous voulez dire, militaire, belliqueuse. Non, il s'agit encore une fois d'être ferme et juste face à Donald Trump pour lui faire comprendre que le protecteur ne peut pas comme ça décider de devenir
agresseur. Merci beaucoup. Voilà une belle question qui fâche. Vous n'étiez pas exactement sur la même ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la voir ou la revoir, il y a maintenant le podcast de Ça vous regarde. Très belle soirée. À demain.